Bonjour à tous et bienvenue à ce 13e rendez-vous numérique spécial Sayonara. Je me présente, je m'appelle Simon Fournel, je suis le président de l'association Sens Ludique, association de jeux de société basée sur Sens. Donc nous, en majorité, on va faire des animations de jeux de société, que ce soit pour les particuliers, pour les entreprises, pour les associations, les collectivités. Voilà, on propose également aussi un service de location de jeux de société, donc location à la semaine, que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.sensludique.com. Voilà, je pense que l'adresse devrait s'afficher soit en bas de l'image, soit dans la description de cette vidéo. Pour ce qui concerne les locations, sachez que si vous êtes adhérent à notre association, vous bénéficiez également de 50% de réduction. Que pour l'instant, au vu du contexte actuel, les animations ne sont pas trop présentes, mais que la location reste possible en toute sécurité, donc n'hésitez pas à nous contacter. N'oubliez pas non plus d'aller aimer la page Sayonara, sur laquelle est diffusée cette vidéo. Je vous invite également à aller aimer et suivre et à vous abonner à la page Facebook de notre association. Donc c'est le Sens Ludique sur Facebook. Voilà, je vous en remercie grandement et comme ça vous pourrez être tenu informé de toutes nos informations. Alors, pourquoi une vidéo autour des jeux de société aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que dans la catégorie shonen, il y a le manga Blitz. Blitz qui a été écrit par Cédric Bisquette, qui parle des échecs. Donc les échecs, que tout le monde connaît, je pense, en France, est un jeu qui est vraiment assez ancien. Et ben nous, au Japon, nous avons le shogi. Donc voilà, c'est le plateau traditionnel que vous avez juste devant moi. C'est vraiment le jeu qu'on va retrouver, où vous avez toutes les pièces qui sont écrites en japonais. Voilà, il n'y a pas d'autres informations. Il existe des versions de shogi plus, on va dire, scolaires, d'initiation, où dessus, vous allez retrouver du coup les déplacements de toutes les pièces. Donc, le jeu, il se déroule sur un plateau de 9 cases par 9 cases, où chaque joueur joue l'un après l'autre, comme aux échecs. Et donc, on peut soit déplacer une pièce, soit la parachuter. Alors, qu'est-ce que le parachutage, vous allez me dire? Le parachutage, c'est tout simplement, à la différence des échecs, quand on est aux échecs et que l'on prend une pièce à son adversaire, la pièce est prise et on la garde. Le seul moyen de pouvoir récupérer une pièce, c'est de ramener un de ses pions sur la dernière ligne du camp adverse afin de récupérer une dame. Voilà. Au shogi, à la différence de cela, comme vous voyez, il n'y a pas de couleur. Toutes les pièces sont exactement pareilles, à la différence qu'il y a une petite flèche qui est au bout. Et c'est cette flèche qui va indiquer à qui appartient ce jeton. Donc c'est-à-dire que si à un moment, sans faire exprès, je venais à me faire manger un de mes pions, donc mon adversaire prendrait ce pion, et au tour suivant, il aurait le choix soit entre déplacer un de ses jetons, soit venir parachuter le pion qu'il m'a capturé n'importe où sur le plateau, avec la flèche dans son sens d'attaque. Voilà le principe d'un parachutage. Il y a également une différence avec les échecs, c'est la promotion. C'est-à-dire que, alors vous n'allez peut-être pas bien le voir sur ce plateau-là, mais en gros vous avez des petits points au niveau de la troisième ligne de chaque côté du camp. Vous avez la même ici, c'est sur la ligne de départ de chaque équipe. Et donc, si jamais vous amenez une des pièces de l'autre côté de cette ligne, qui est la ligne de promotion, eh bien, cette pièce va automatiquement se retourner, changer de symbole du coup, et donc changer de mouvement. Donc, je vais vous montrer avec la version un peu plus scolaire. Par exemple ici, vous avez le pion. Donc le pion qui ne peut aller que tout droit, une case par une case. Une fois qu'il dépasse la ligne de promotion, il va récupérer beaucoup plus de mouvement. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir reculer, avancer, aller à gauche ou à droite et avancer en diagonale avant.
uniquement. Il ne pourra pas faire les diagonales arrière. Voilà pour la petite spécificité du shogi. Donc le shogi, vous allez retrouver différents types de pièces. Vous allez avoir le roi, qui est ici. Donc le roi, lui, il peut aller dans tous les sens. Une seule case. Voilà. Mais il ne peut pas augmenter. Voilà. Il n'a pas le droit à la promotion. Vous allez avoir, donc, comme je vous ai montré, le pion. Le pion qui, lui, peut avancer, donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, soit tout droit, soit partout devant et reculer, mais pas en diagonale. Nous avons également, c'est un peu compliqué à lire tout ça, hein, la lance qui est sur le côté. Donc la lance, elle avance tout droit, mais aussi loin qu'elle veut. Voilà, elle n'a pas de limite de case. Si jamais elle se retourne, là, elle a de nouveau une limite de case parce qu'elle se retrouve à jouer comme un pion. Voilà. Donc en gros, elle avance, je vais vous le remontrer là. Hein. Voilà, là on voit bien que ça dépasse. Hein. Vous pouvez bien le voir. Et ici, du coup, elle se retrouve comme le pion, juste avant, que je vais vous remontrer là. Voilà. Elle a exactement les mêmes déplacements une fois qu'elle a été promue. Nous avons le cavalier. Il me semble que voilà, c'est le cavalier. Donc le cavalier, comme aux échecs, il va se déplacer en L, mais seulement vers l'avant. Hein, à la différence de notre cavalier à nous, où il peut aller vraiment dans tous les sens. Et une fois qu'il est promu, pareil, hein, il se retrouve avec tous les déplacements comme le pion. Voilà, c'est des belles promotions qu'ils ont à chaque fois. Après, nous avons le général d'argent. Donc le général d'argent et celui-ci. Donc celui-ci, de base, il peut aller devant et en diagonale sur une case à la fois. Et une fois qu'il est promu, pareil, hein, il a les mêmes mouvements. Après, nous avons le général d'or, qui lui a les mouvements de base que tous les autres ont au départ. Mais lui, il peut pas être promu. Hein, donc voilà. Donc en gros, si vous avez remarqué, tous les jetons, tous les pions, les lances, les cavaliers qui sont promus et les générales d'argent qui sont promus se transforment tous en général d'or une fois terminés. Hein, voilà. C'est plus simple à comprendre. Hop, on va remettre ça en place. Et donc nous en avons encore deux autres. Nous avons un fou. Aux échecs, nous en avons deux. Hein. Ici, nous en avons un seul. Celui-ci va en diagonale aussi loin qu'il veut. Et en cas de promotion, il va en diagonale aussi loin qu'il veut et il peut aussi se décaler d'une case en haut, en bas, à gauche et à droite. En ce qui concerne la tour, pareil, nous n'en avons qu'une. Donc elle, comme notre tour à nous, hein, elle peut aller aussi loin qu'elle veut, en haut, en bas, à gauche et à droite. Et une fois qu'elle est promue, comme le fou, hein, elle garde ses capacités de tour à aller aussi loin qu'elle veut, horizontale, verticale, et elle peut faire des déplacements d'une case en diagonale. Et les plus anciennes pièces de shogi datent de 1058. Voilà, elles ont été retrouvées aux alentours de Nara, l'ancienne capitale du Japon, à la suite de fouilles dans le temple de Kofukuji. Le shogi et les échecs, comme je vous disais, partagent les mêmes origines historiques. Donc à la base, ça vient d'un seul et même jeu. Et les règles, elles ont plusieurs similitudes qui sont aucunement dues au hasard. En fait, elles ont évolué différemment, empreintes des civilisations que les jeux ont traversées, au gré des migrations, des cultures, des voyages et de l'histoire. Voilà, si vous le souhaitez, hein, tous les jeux qui sont sur la table sont disponibles à la location, hein, que ce soit le shogi traditionnel, le shogi d'initiation, et le yokai no mori. Le yokai no mori, que je vais ramener un peu plus au centre. Hop. Yokai no mori, qui est une version qui est beaucoup plus adaptée pour les enfants. Alors, sur cette version-là, il y a beaucoup moins de cases. Hein. On est en 4x3. Au lieu du 9x9 habituel. Et donc, ce qui est bien, c'est que sur toutes les petites pièces, il y a les déplacements qui sont indiqués. Voilà, donc il y a la version très simple, avec juste 4 petits bonhommes. Après, vous avez la version un peu plus grande, où vous passez sur un plateau de 6x5, avec beaucoup plus de petites cases.
Et pareil, hein, pour le placement, là c'est encore plus simple parce que tout est indiqué sur le bas ou le haut du plateau. Donc ce qui permet de vraiment savoir où l'on pose. Donc comme vous pouvez le remarquer, hein, on retrouve la marque de la ligne de promotion. Et on retrouve aussi les autocollants de l'autre côté à chaque fois pour la promotion de nos jetons. Voilà, donc une mise en place de plateau pour joueurs un petit peu plus aguerris, pour ceux qui en ont marre de jouer à la petite version. Et donc, ce qui permet de vraiment bien s'entraîner au shogi. L'avantage, c'est que vous avez tous les déplacements qui sont indiqués dessus. Vous pouvez vraiment vous entraîner au parachutage. Il y a un point que j'ai pas abordé depuis le début, c'est comment on gagne. C'est vrai que j'ai oublié. Donc, il y a 2 façons de gagner. Non, 3. Au Yokai no Mori, il y a 3 façons de gagner. C'est soit on capture le grand chef de l'autre, et dans ce cas-là, on gagne. Il y a la possibilité d'amener son chef et de le laisser sur la ligne dans le camp adverse pendant un tour, et dans ce cas-là, on gagne. Et il me semble bien qu'il y a une autre version où, quand on fait plusieurs allers-retours avec notre roi, on gagne également. Voilà. Moi, j'avoue que la plupart du temps, quand on gagne, c'est quand on capture le chef de l'autre. Alors là maintenant, je vais vous présenter 2 petits jeux de cartes. On va commencer avec Origami. Origami, c'est un jeu de Christian Guiov, illustré par Francesco Petricaroli. Il est sorti en 2018. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, pour des durées de partie d'un peu moins de 30 minutes, et que vous pourrez retrouver autour d'11,50 € dans vos boutiques de jeux favorites. Alors, Origami, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, les plus grands maîtres de l'origami, ils se sont donné rendez-vous pour défendre leur titre, usant de leur magie afin de donner vie à leur création. Voilà, donc les connaissances dans l'art du pliage suffiront-elles à impressionner le jury, et remporterez-vous le titre de meilleur ami artiste origamiste ? Eh bien, on va voir. Tout ça, ça se passera avec ce jeu. Donc, c'est un jeu de cartes rapide. Il n'y a pas besoin de plier de papier, à une exception près. Il faut juste plier le petit jeton premier joueur avec l'aide du papier qui est fourni. Voilà, donc dans Origami, on va jouer avec des cartes ayant différentes valeurs de pli. À notre tour, on aura le choix entre 3 actions. Soit piocher des cartes dans la ligne de pioche qui se trouve au centre de la table, soit de jouer un origami que l'on aura en main, soit d'utiliser l'action spéciale d'un origami. Donc, un origami se présente comme ceci. Donc, vous avez le nom de l'animal représenté, vous avez sa famille, ici un soleil qui représente la savane, vous avez les points de victoire que ça vous rapportera en fin de partie, vous avez son coût en pli qu'il va falloir payer pour pouvoir jouer sa carte, et sa valeur en pli qui va vous permettre de pouvoir payer les autres cartes. Et en bas, vous avez donc les actions spéciales de l'origami. Ici, par exemple, c'est un effet instantané qui fait qu'on défausse une carte pour en piocher 2 dans le paquet. Donc, lorsque l'on va jouer, donc on va choisir ces cartes, on va avoir nos cartes en main, et lorsque l'on va jouer, on va devoir payer nos cartes en coût de pli. Donc, pareil, comme je vous expliquais, hein, si je veux jouer ce singe, il va falloir que je dépense 2 plis. Pour cela, il faudra que j'ai en main une carte d'une valeur de 2 plis, comme ici cet éléphant qui a 2 plis. Donc, pour pouvoir jouer ma carte singe, je vais la poser sur ma collection en me défaussant de ma carte éléphant. On va tout de suite passer à la présentation du second jeu qui est sur cette table, qui est Wasabi. Alors, Wasabi, ça va être un jeu très rapide et très fun avec des dés. Donc, le seul but de Wasabi, c'est de se débarrasser de ces dés. Donc, chaque joueur va avoir 4 dés, 3 cartes au départ. Et là, on va jouer, c'est très très simple. En gros, le joueur va lancer les dés et selon le résultat qu'il va y avoir sur les dés, on va appliquer les effets. Donc, sur les dés, qu'est-ce qu'il y a ? Il va y avoir la face avec « je donne un dé à quelqu'un ». Il va y avoir la face « je pioche une carte ». Il va y avoir la face « Wasabi ». Wasabi, c'est les sous du jeu. C'est ce qui va permettre de pouvoir jouer des cartes. Donc là, admettons,
je vais lancer mes dés. J'ai 3 wasabi pour pouvoir jouer des cartes. J'ai un petit truc qui me dit piocher des cartes. Je vais piocher une carte et donc dans mes cartes, je vais pouvoir choisir ce que je vais vouloir jouer. Dans les cartes, il y a différents types de cartes. Vous allez retrouver les cartes gratuites qui sont vertes. Donc moi, c'est la version spéciale 10 ans hein, avec des petits sumos. La version de base du wasabi, c'est avec des petits virus. Elle est très rigolote et elle est très d'actualité en ce moment. Donc les cartes vertes comme ceci, ça va être les cartes gratuites que vous pouvez jouer même si vous n'avez pas de wasabi sur les dés. Donc là, il n'y a pas de souci, vous pouvez jouer cette carte. Vous allez avoir des cartes à 1 wasabi, ce sont les cartes bleues, qui ont des petits effets sympathiques, mais voilà, qui ne cassent pas 3 pattes à un canard. Après, vous allez avoir les cartes jaunes, qui elles vont avoir 2 wasabi, et les cartes roses, qui elles coûtent 3 wasabi, qui elles vont avoir des effets beaucoup plus importants. Donc par exemple là pour 3 wasabi, si je joue cette carte, avec 3 wasabi, je joue ma carte, et je me débarrasse de 2 de mes dés. Donc je les supprime, je les prends et je les mets en dehors du jeu, ils ne reviendront plus jamais dans le jeu. Ce qui fait que moi je me retrouve avec 2 dés, les autres joueurs sont avec 4 dés. Et on va jouer comme ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de dés en jeu. Et le dernier à avoir des dés va perdre la partie. Alors, il y a plein de petites cartes pour faire mal à ses adversaires. Par exemple, vous allez donc avoir des cartes pour supprimer 2 dés, supprimer 1 dé. Mais vous allez aussi avoir le joueur de votre choix passe son tour. Vous allez avoir tout le monde, tous les dés tournent soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc, admettons, votre voisin, il n'avait plus qu'un dé, vous en aviez 5. Et ben vous dites, allez hop, on tourne dans le sens horaire. Et ben tous les dés tournent et vous vous retrouvez avec un seul dé. Votre voisin, il en a 4 et c'est l'autre qui en a 5. Voilà, donc c'est plutôt rigolo. Ça met beaucoup d'ambiance, beaucoup d'humeur. Ça permet de beaucoup s'amuser. Et c'est des parties qui s'enchaînent et les enfants, ils adorent ça. Donc, je vous invite franchement à essayer ce jeu. Il est vraiment très très rigolo. Vous pourrez le trouver à la Cric au jeu. Hein, comme je vous ai dit, celui-ci, il est autour de 20 €. Donc, n'hésitez pas. Alors, Totamo Katsu, qu'est-ce que c'est? Ça va être un jeu de dés inspiré des samouraïs. Donc, pareil, vous allez retrouver 3 dés dans cette petite boîte. Et c'est avec ces dés que tout va se faire. Donc, Totamo Katsu, c'est un jeu qui a été créé par Mektoub Studio, hein, avec des illustrations d'Odile Saja. Il est sorti en 2020. Et il est vraiment tout récent. C'est pour jouer de 3 à 5 joueurs, à partir de 6 ans, pour des durées de 15 minutes, et vous le trouverez autour de 10 €. Donc, c'est vraiment très abordable. Et il va falloir lancer des dés, compter rapidement, et garder ses doigts vifs pour agir et gagner. Le vainqueur sera celui qui aura encore au moins un doigt en jeu à la fin de la partie. Alors, je vous explique. Ce jeu s'inspire de l'entraînement samouraï. Donc, du coup, un engagement total vous sera demandé. Le kimono, il est optionnel. Voilà. Mais n'oubliez pas que le véritable but des samouraïs, c'est la paix. Donc, dans le jeu, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir 3 dés. Sur ces 3 dés, vous allez avoir 6 faces, numérotées de 1 à 6. Vous allez avoir une 7e face sur tous les dés qui sont comme ça, où la valeur sera soit de 1, soit de 10, au choix du joueur. Et un dé avec un T, le T du Tatamo Katsu. Alors, comment on va jouer? Déjà, en début de partie, chaque joueur va choisir une main. Donc moi, ça sera la main droite, parce que je suis droitier, donc je préfère jouer avec ma main droite. Et je pourrais utiliser que celle-là jusqu'à la fin de la partie. J'ai pas le choix. Donc, chacun notre tour, on va lancer les dés. Ça va donner un résultat. Là, par exemple, j'ai 3, 4, 5 et 6. J'ai 6 points. Selon le résultat des dés, il va se passer des choses. Donc, si ma somme de dés est soit 10, soit 17, là, c'est un Tatamo Katsu. Donc, ça prend la priorité absolue sur tous les autres résultats. Et en cas d'égalité entre 2 joueurs qui crient Tatamo Katsu en même temps, ils relancent les dés et c'est la valeur la plus forte qui va gagner. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a un Tatamo Katsu? S'il y a un Tatamo Katsu, le premier qui le dit à voix haute choisit l'une des actions suivantes. Il aura le choix soit entre faire perdre un doigt à chacun de ses opposants en choisissant le doigt pour chaque personne, soit de récupérer l'usage d'un de ses doigts. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous vous retrouvez bloqué comme ceci, à jouer avec ces 3 doigts-là, à essayer de ramasser les dés
et de les lancer, bah, c'est pas vraiment évident. Donc vous pouvez vous dire, bah tiens, moi je vais récupérer l'usage de celui-ci, comme ça vous avez 4 doigts. Donc ça c'est pour si on fait un 10 ou un 17. Si jamais on fait un score inférieur à 10, comme j'ai fait juste avant avec mon petit 6, et ben là c'est moi, donc je perds un de mes doigts, c'est moi qui choisis le doigt que je vais perdre. Si mon dé, si mes résultats de dé tombent entre 11 et 16, là tous les joueurs doivent se saluer pour éviter de perdre un doigt de leur choix. Donc on incline le buste en avant et on dit Hi. Si le score est supérieur à 17, le joueur qui lance les dés choisit lequel de ses opposants perd un doigt. Si jamais on tombe sur 3 dés identiques, là on est en katana. Donc tous les joueurs doivent taper la table avec la tranche de la main en gardant les doigts perdus pliés. Attention, hein. Le dernier joueur qui tape la table perd le doigt de son choix. C'est vraiment un jeu où on perd des doigts. En fait. Et le T, eh ben, il est là, c'est le Tatamokatsu. Encore une fois. Et donc du coup, on peut appliquer les actions d'un Tatamokatsu de base, hein, pour le 10 et le 17. Les joueurs ne peuvent l'attraper qu'avec les doigts restants. Le petit doigt, c'est seulement pour celui qui n'a plus de doigts. Il s'est fait éliminer ses 5 doigts, il ne peut plus jouer. Si jamais il y a un Tatamokatsu comme ça qui tombe sur le dé, lui, il a le droit de l'attraper, mais uniquement avec son petit doigt. Et s'il l'attrape en disant Tatamokatsu avec le petit doigt, il récupère son doigt. Donc il peut re-rentrer dans la partie. Voilà. En cas d'erreur, bah, le joueur il perd le doigt de son choix, et puis voilà, bah, celui qui gagne, c'est celui qui a tous ses doigts à la fin. Onitama, on va commencer par celui-ci, qui est un jeu qui se rapproche un peu de l'idée du déplacement et du fonctionnement de jeu dans le shogi, hein, donc le shogi dont on a parlé au départ, par rapport au shonen, hein, Blitz, dont on a parlé au tout début. Donc, Onitama, c'est un jeu de Shinpei Sato, illustré par Jun Kodo, il est sorti en 2014. C'est un jeu de joueurs, hein, voilà, on est dans une catégorie de joueurs, donc ça va être vraiment du jeu de joueurs. Celui-ci est à partir de 14 ans, mais si on s'intéresse vraiment au jeu et qu'on essaie de comprendre la logique et le fonctionnement du jeu, même avant, on peut y jouer. Voilà, donc c'est pour des parties de 15 minutes et c'est autour de 30 €. Comment on joue? Alors en fait, on a des petits pions, on a un maître et on a des élèves. Voilà, d'une équipe contre l'autre, et on va devoir essayer d'aller gagner. Donc pour gagner, il y a 2 manières hein, de prouver notre art supérieur, c'est soit la voie de la pierre, soit la voie du ruisseau. La voie de la pierre, ça va être de capturer le maître de l'adversaire. Hop, on le prend, voilà, on a pris le maître, on a gagné. Ou alors, il y a la voie du ruisseau. Et alors, la voie du ruisseau, elle est toute douce, hein, c'est de discrètement emmener son petit maître comme ça, avancer, et venir se poser sur l'entrée du temple de l'équipe adverse. Si on arrive à rester pendant un tour sur l'entrée du temple de l'équipe adverse, on a gagné. Voilà. Alors la spécificité de ce jeu, c'est que les déplacements, ils vont changer à chaque fois. C'est-à-dire que dans la boîte, vous allez avoir une multitude de cartes avec des déplacements possibles. Et quand vous allez jouer, vous allez avoir le choix entre les cartes que vous avez devant vous. Donc là, par exemple, je vais avoir la chèvre, et je vais avoir le faucon. Donc, la chèvre, on va partir là-dessus pour vous l'expliquer. Le point noir, ça va être le point où se trouve mon jeton. Et les cases colorées, ça va être les déplacements que je vais pouvoir faire. Donc, comment ça va se passer? Pour ceux qui ne sont pas très spatials, on vient le poser à côté. Donc là, par exemple, je peux voir que je peux aller soit sur ma gauche, soit un pas en arrière, mais je ne peux pas aller en arrière, je ne peux pas aller sur ma gauche. Donc, je peux faire que un pas en diagonale, en avant-droite. Donc du coup, je vais prendre un de mes jetons, là je prends un élève et je le fais avancer. Une fois que j'ai utilisé cette carte, elle arrive sur le côté. Et moi, je vais récupérer la carte qui était de l'autre côté. Pourquoi? Tout simplement parce que mon adversaire, quand il va jouer, là, il va avoir le choix entre le scorpion et le rhinocéros. Une fois qu'il aura joué, par exemple, s'il joue son scorpion, hop, donc, comme vous voyez, hein, là, c'est des cartes d'extension, elles sont un peu différentes. Hein, là, ça concerne uniquement le mage, et là, ça concerne le mage ou les élèves. Donc là, si je joue, par exemple, celle-ci, je vais avancer mon mage par cela, et la carte va revenir ici, et au prochain tour, il aura le choix entre le rhinocéros, la carte qu'il avait avant, et la chèvre, la carte que j'ai jouée juste au tour d'avant. Donc c'est un jeu où il va falloir vraiment bien réfléchir, parce que les déplacements que l'on va faire, on sait que au tour d'après, notre adversaire va les avoir. Donc s'il y a certains déplacements qu'on ne veut pas qu'il fasse, eh ben, il va falloir l'empêcher d'obtenir ces cartes, tout simplement.
On va tout de suite enchaîner avec différents autres petits jeux de joueurs. Donc on va commencer avec Hanami Koji. Alors Hanami Koji, qu'est-ce que c'est? Vous êtes dans la plus célèbre rue des geishas de la vieille capitale. Donc Hanami Koji, voilà, c'était le nom de la capitale. Les joueurs vont s'affronter pour gagner les faveurs des 7 maîtresses geishas. Donc comment on va faire? En fait, si vous voulez, voilà, je vais vous montrer par derrière. Vous allez avoir des geishas qui vont être posés sur la table entre les deux joueurs. Vous allez avoir des jetons actions. Donc, vous pourrez faire, vous aurez 4 actions au total. Soit une action secrète, où vous choisissez une carte de votre main et vous la placez face cachée dans votre jeu, sur la table. Soit une action de dépôt, où vous allez éliminer 2 cartes de votre main face cachée. Donc, celles-ci, elles ne serviront plus dans cette partie. Soit une offre, vous allez choisir 3 cartes, vous allez les présenter, votre adversaire va en choisir une pour lui, et vous allez garder les 2 autres que vous allez mettre chez vous. Et enfin, l'échange, vous allez choisir 4 cartes que vous allez mettre en 2 paires. Vous allez séparer les 2 cartes, les 2 paquets en 2 paires, votre adversaire va en choisir une, vous allez garder la deuxième. Une fois que les 2 joueurs ont effectué les 4 actions, nous allons compter les points pour voir qui a la majorité pour chaque geisha. Dès qu'on a une majorité, on gagne sa faveur. Et on gagne si l'on convainc 4 geishas, ou alors si on a 11 points art, car sur les petites cartes, il y a des points aussi également. Donc Hanami Koji, c'est un jeu de Kota Nakamaya, illustré par Ma chère Lichan. Il est sorti en 2018, c'est un jeu donc, de joueurs à partir de 10 ans, pour des durées de 15 minutes, autour de 13,50 €. Voilà, on va continuer tout de suite avec Kabuki. Alors Kabuki, toujours dans la même gamme, chez Yellow, il a été réalisé par OPS1, illustré par Nayad. Nayad qui est l'illustrateur qui a réalisé notre logo, hein, un petit clin d'œil pour lui parce qu'il est très gentil. Il est sorti en 2015. Celui-ci, c'est à partir de 2 joueurs, c'est de la triche, hein, c'est de 2 à 6 joueurs. Voilà, c'est à partir de 6 ans pour des durées de 20 minutes pour un prix autour de 13,50 €. Alors là, le but du jeu, ça va être un jeu de mémoire. Et puis un petit jeu de bluff, j'ai envie de dire aussi, parce qu'il va falloir essayer de tricher. Le but du jeu, ça va être de poser des masques sur des acteurs, mais il ne faut pas que ces acteurs reçoivent 2 fois le même masque. Donc, vous allez retourner un masque qui est au centre de la table, vous allez le montrer à tout le monde et vous allez le poser sur une pile. Si un des joueurs pense que vous vous êtes trompé et qu'il y a 2 fois le même masque dans la pile, il dit stop, on vérifie. Si vous avez effectivement fait une erreur, eh ben vous allez devoir lui donner des jetons par rapport au nombre de cartes qui sont identiques à celles que vous avez posées, même si vous n'en avez mis qu'une. Si il a eu tort, et ben dans ce cas-là, il va se défausser de son jeton qui va être mis dans la boîte. Voilà. La partie se joue en 3 manches. À la fin des 3 manches, c'est celui qui aura gardé le plus de points qui gagnera. Alors Ninja Taisen, on retourne dans du jeu de joueurs. Hein. C'est un jeu de Katsumasa Tomioka, illustré par Florent Maudou et Shigeito Murata. Il est sorti en 2017. Et c'est à partir de 8 ans, pour une durée d'une demi-heure, avec un prix toujours autour de 13,50 €. Donc là, le but du jeu, ça va être de contrôler le village ennemi. Donc en gros, vous allez avoir toute une série de paysages qui va être posée au centre de la table. Vous allez avoir un village d'un côté, un village de l'autre. Chaque joueur va avoir 10 ninjas de force de 1 à 3, de type pierre, feuille ou ciseaux. Et on va jouer au Shifumi. C'est un jeu assez rigolo. En fait, on va lancer les dés. Il y a un dé bleu, un dé rouge, un dé vert qui correspondent à la pierre, au ciseau et à la feuille. On va lancer les dés, il va y avoir des valeurs dessus. Ça va nous permettre de pouvoir déplacer des cartes. Donc en gros, à son tour, on lance les dés, on choisit si on veut jouer avec 1, 2 ou 3 dés selon l'ordre. On fait, par exemple, si on tombe sur un 2 bleu, et ben on va prendre une carte bleue que l'on a chez nous et on va la déplacer de 2 cases. Sachant que notre carte bleue va pouvoir partir avec au maximum 2 ninjas supplémentaires. Donc si elle est posée et qu'elle a 2 personnes au-dessus d'elle, eh ben on va prendre les 3 personnes et on va les déplacer de 2 cases. Si jamais on tombe sur une case vide, il ne se passe rien. Si on tombe sur une case où il y a des adversaires, et ben là on regarde la carte du dessus de la pile de chacun. Celui qui est vaincu va devoir prendre la carte et la sortir du jeu. Le but du jeu étant d'amener
des ninjas dans le village adverse et de les laisser. Si à la fin de son tour, en fait, il y a encore un ninja de présent dans le village adverse, vous avez gagné. Okiya, c'est un jeu de Bruno Cathala, illustré par Cyril Bouquet. Il est sorti également en 2017. C'est toujours du 2 joueurs, à partir de 7 ans, pour des durées de 10 minutes. Et ça, celui-là, il a un prix autour de 15 €. Donc c'est un jeu malin et rapide, qui symbolise de façon poétique la lutte d'influence entre les deux Okiya, des maisons de geisha, en fait, pour s'attirer les faveurs de l'empereur. Donc là, le but du jeu, ça va être d'aligner des geishas. Donc en gros, à notre tour de jeu, voilà, comme là vous avez une ligne, là vous avez un carré, soit on fait une ligne, soit on fait un carré de geisha. Si on y arrive, on gagne. On peut gagner aussi en empêchant l'autre de jouer. Alors pour jouer, c'est très simple. Il va y avoir un carré fait avec toutes les petites cartes. Chaque carte, en fait, a un fond et un symbole différent. Donc en gros, si le premier joueur choisit une tuile, il se pose, il enlève la tuile. Là, par exemple, le dernier joueur qui a joué, il a choisi cette tuile-là, il l'a enlevée. Donc on voit qu'on est sur un fond de soleil avec un iris devant. Donc nous, à notre tour, on aura le choix de jouer que sur les cartes avec les soleils ou que sur les cartes avec les iris. Donc là, comme c'est expliqué ici, on pourra jouer soit là, soit ici, soit ici. Voilà. Et une fois qu'on aura joué, on va enlever la carte et ça va donner les contraintes pour le joueur suivant. Ce qui fait que c'est un jeu où il va falloir aussi bien réfléchir parce que certes, il faut réussir à faire sa ligne et son carré, mais en même temps, il ne va pas falloir donner des opportunités trop faciles à l'autre joueur de pouvoir gagner. Voilà, donc petit jeu très sympathique que je vous conseille d'essayer. Dernier jeu dans ma catégorie de joueurs, Haru Ichiban. Donc c'est encore un jeu de Bruno Cathala, illustré par Stefano Colavini. Il est sorti en 2015, celui-ci. C'est à partir de 8 ans, pour des durées de 20 minutes. Et celui-ci, malheureusement, n'est plus commercialisé. Donc si vous voulez vous le procurer, il va falloir essayer de le trouver en occasion. Sinon, il est disponible à la location sur notre site www.sensludique.com. N'hésitez pas à nous contacter, il n'y a pas de souci. Donc là, on va être dans une atmosphère zen. On va faire fleurir des nénuphars pour essayer de faire des alignements. Donc, ça va jouer en plusieurs phases. Déjà, petite présentation du plateau. Vous voyez, chaque équipe à son côté. On a un petit marqueur de points ici et on va avoir des nénuphars. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Chaque joueur va avoir 3 nénuphars devant lui, pris au hasard dans notre pile de nénuphars. Chacun va en choisir un. Ils sont tous numérotés de 1 à 8. Et donc, on va en choisir un face cachée. On va tous les deux retourner nos petites fleurs de nénuphars et ça va donner une valeur. La valeur la plus faible va nommer le petit jardinier. La valeur la plus forte va nommer le grand jardinier. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? Le petit jardinier va poser son nénuphar sur la feuille foncée. Voilà. Ensuite, le grand jardinier va poser son nénuphar sur une feuille claire de son choix. Puis, le petit jardinier, lui, il va pouvoir déplacer un groupe jusqu'à 3 nénuphars en les faisant glisser, de façon à pouvoir changer les alignements. Et là, il va le faire grâce au premier vent du printemps, qui en japonais s'appelle Haru Ichiban. C'est là qu'on retrouve le nom de notre jeu. Et enfin, en phase 5, le grand jardinier va retourner une feuille claire enfoncée, ce qui fait qu'il va définir l'emplacement où le petit jardinier va devoir jouer au tour suivant. Ce qui fait que par rapport à l'emplacement qui va être choisi, c'est là qu'il va falloir réfléchir à quelle valeur de nénuphar on va prendre pour choisir si on veut jouer en premier ou en deuxième. Sachant que forcément, des fleurs de nénuphar, on en a 8, numérotées de 1 à 8. Si on joue tous les petits dès le début, on n'a plus que des gros à la fin, donc on est un peu bloqué. Voilà, pour compter les points, à la fin de la manche s'arrête dès que quelqu'un a réussi à faire soit un carré de 4 fleurs, voilà, 4 fleurs de la même couleur, il marque un point. Hop, et ça met fin à la manche, on en recommence une. Soit s'il a fait une ligne de 4 fleurs, s'il fait une ligne de 4 fleurs, c'est 2 points. S'il fait une diagonale de 4 fleurs, là c'est 3 points. Et s'il arrive à faire un alignement horizontal, vertical ou diagonal de 5 fleurs, il marque 5 points et c'est victoire immédiate, on arrête de jouer. Et je vais terminer avec Hanabi Grand Feu. C'est un jeu d'Antoine Boza, illustré par Gérald Gerlet. Il est sorti en 2011. Donc c'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et ça dure à peu près 30 minutes. Donc dans Hanabi, on a des cartes représentant des feux d'artifice. Voilà. De différentes couleurs et de différentes valeurs. Chacun possède des cartes
mais vous ne voyez pas vos cartes en fait. Les autres adversaires par contre vont les voir. C'est un jeu qui va être coopératif, donc il va falloir jouer ensemble. C'est soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. C'est un jeu de mémoire, parce que les gens vont nous donner des informations, il va falloir mémoriser dans sa tête. Alors attends, moi on m'a dit que j'avais un 1 ici et là on m'a dit que c'était du bleu, là aussi, mais que j'avais pas de jaune. Voilà, va falloir réfléchir dans sa tête pour essayer de se rappeler des cartes qu'on a pour pouvoir les poser au bon moment. Parce que pour jouer, il va falloir réussir à faire des piles de feux d'artifice de façon croissante et de même couleur. C'est-à-dire que s'il y a un 1 rouge, il va falloir obligatoirement poser un 2 rouge. Si on pense avoir un 2 rouge, qu'on le prend, qu'on dit je vais me mettre là, j'ai le 2 rouge, qu'on arrive et que c'est pas ça, eh ben ça fait des pénalités. Donc la carte est mise de côté, on retourne ce petit truc là qui avance, et si jamais on le finit complètement, eh ben on perd. Donc voilà, faut vraiment être réfléchi. Quand on joue, c'est assez simple. Hein. C'est soit on donne une information en échange d'un petit jeton que l'on va donner, soit on va jouer une carte. Parce que on n'a pas de jeton, on ne peut pas donner d'informations, on ne peut pas parler, donc du coup on joue une carte. Soit directement on défausse sa carte de façon à pouvoir récupérer un jeton pour pouvoir parler par la suite. Anabi Grand Feu, c'est un super jeu coopératif, je vous invite à le découvrir. N'hésitez pas à revenir vers la bibliothèque ou vers nous si vous voulez l'essayer, il y a toujours moyen de s'arranger. Sur ce, moi je vais vous laisser. N'oubliez pas que la semaine prochaine, mercredi 3 mars, toujours sur cette page Facebook Sayonara, il y aura un rendez-vous en live avec Cédric Bisquette, l'auteur de Blitz, le shonen dont on a parlé au tout début, quand on a parlé du shogi. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour découvrir tout ça. Moi, je vous donne rendez-vous quand on pourra en présentiel. Sinon, n'hésitez pas à venir nous voir sur le site internet, sur le Facebook, par téléphone, par Messenger, ce que vous voulez. Hein, n'hésitez pas, on est toujours dispo pour de la location de jeux, pour des animations. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, à bientôt!